Sur LCI, suite de notre édition spéciale, on s'intéresse à présent à cette évidemment 9e nuit de frappe intensive, même si certains disent, notamment en Israël, David, que la nuit était un peu plus calme. Il faut mettre des guillemets à plus calme, évidemment. On sait que des débris, notamment d'un missile lancé sur Tel Aviv, ou en tout cas sa banlieue, ont provoqué un incendie. Mais également, on va le voir aussi sur ces images, dans un quartier résidentiel à Beit Shan, dans le nord de l'État hébreu, touché par une frappe de drone. Et c'est une première. Des drones, vous les voyez là, images diffusées par la télévision iranienne, non datées, mais ce sont là encore, David Benaïm, ces images, guerre de communication, parce que nous sommes là-dedans. Le fait qu'un immeuble d'habitation, je le disais, dans le nord d'Israël ait été touché par un drone, c'est une première depuis vendredi dernier. Par un drone, c'est une première. Il faut voir que les Israéliens viennent d'annoncer le type de drone qui est tombé. C'est un Shahed 136. Ça fait à peu près 3,5 mètres de long, 2 mètres et demi d'envergure. Donc c'est quand même des mastodontes qui débarquent. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression d'un drone de tourisme. Avec 4 hélices. Non, pas du tout. On est vraiment très très loin de ça. Ce sont des avions sans pilote, tout simplement, qui peuvent être redirigés. Celui-là, c'est un avion kamikaze. C'est un drone kamikaze. Le Shahed 136, il est connu des Israéliens. Et donc la censure israélienne a dévoilé ce nom-là. Il faut savoir que des drones qui pénètrent le ciel israélien depuis l'offensive depuis 9 jours, c'est hyper fréquent. Il y en a encore un peu plus tôt dans la matinée à Eilat qui a été intercepté. Et c'est toute une batterie de missiles antimissiles qui arrivent à essayer de les intercepter, notamment une nouvelle technologie à laser que les Israéliens ont mise en place et qu'ils ont également dévoilé, utilisé avec plus ou moins de succès, mais qui pourrait être quelque chose d'absolument révolutionnaire pour les Israéliens parce que le coût est bien moindre que le moindre missile qui est envoyé pour lutter contre ces drones. Après, il y a des drones qui sont à tête chercheuse ou qui ont vraiment une mission particulière. Ceux-là sont encore plus durs à détecter et ce sont des hélicoptères qui les poursuivent et qui essaient de les atteindre. Et ceux-là, soit ils ont été détruits, soit ils vont sur des terrains inhabités. Et comme, encore une fois, le coût de la guerre, c'est le plus important, s'ils peuvent éviter des munitions pour aller à l'encontre de ces drones ou des missiles, ils les laissent tomber sur des terrains vagues. Donc, oui, effectivement, où il n'y a pas de civils, où il n'y a pas d'habitation. Donc des drones qui ont pénétré, qui sont tombés là où ils sont tombés, c'est fréquent. Sur une habitation, c'est la première fois. Mais et reposer aussi. Débat que l'on a eu très rapidement sur la capacité ou les failles du dôme de fer, parce que ce sont des immeubles d'habitation qui sont ciblés, qui peuvent être visés. Le dôme de fer, c'est la première couche qui est là pour aller tirer contre des roquettes qui venaient soit du Hezbollah, soit de la bande de Gaza, à peu près 70 km de distance. Les Israéliens étaient très affûtés là-dessus sur cette défense-là. Après, il y a Arrow 2 et Arrow 3 qui sont sur des missiles un peu plus compliqués. Et puis après, pour venir lutter contre les missiles balistiques iraniens qui traversent 1200 km parfois, qui montent en stratosphère pour redescendre, là il faut en l'occurrence une aide américaine. Ce sont les missiles antimissiles THAAD, T-H-A-A-D, qui coûtent très 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 cher et qui doivent être déployés et mis en place par les Américains eux-mêmes. Donc oui, il y a plusieurs couches. On part du dôme de fer comme étant on s'imagine un dôme au-dessus d'Israël qui protège. C'est plusieurs étapes, plusieurs couches et les Israéliens apprennent avec cette nouvelle guerre, avec ces nouvelles munitions qui sont lancées contre elles. Du côté israélien, justement aussi, ils ont ciblé cette nuit des sites de stockage de missiles ainsi qu'un site nucléaire, celui d'Ispahan. On reviendra évidemment sur la stratégie israélienne. Michel Fayad aussi revenir sur ces assassinats ciblés de dirigeants, de commandants, notamment des gardiens de la Révolution, avec cette volonté d'Israël de mettre en image, parce que c'est une guerre de communication des deux côtés. On voyait avec ces images de drones iraniens. J'aimerais qu'on voit cette séquence ensemble de l'armée israélienne, fournie d'ailleurs, ces images sont fournies par Tsahal, de viser justement un de ses commandants de la gardien de la Révolution, c'était il y a quelques heures. Jusque dans son appartement. Jusque dans son appartement. S'il continue vers le sud, c'est un excellent point de frappe. Ok, il continue vers le sud. S'il vous plaît, confirmez. Cible confirmée. Permission accordée. Prêt. 2, 3, lancement. Bonne frappe. Impact direct. Impact direct, Michel Fayad. Alors vous parliez d'un appartement, pas sur ces images précisément, mais il y a une volonté d'Israël de communiquer quant à leur capacité à cibler extrêmement précisément ces têtes pensantes du régime iranien. Oui, en fait, ils essayent aussi de créer une espèce de paranoïa à l'intérieur même des gardiens de la Révolution, parce que après, ils ne savent plus qui est loyal, qui est un traître. En fait,
Et c'est là où il peut y avoir une déstabilisation au sein même des gardiens. Ouais. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même encore ces 2 ténors qui sont encore en place, qui n'ont pas un poste officiel, mais qui ont un rôle très important en interne. Donc, je redis les noms, c'était Mohsen Rezaï et Mohamed Ali Jafari, qui sont tous les deux d'anciens chefs des gardiens de la Révolution, qui sont restés plus de 10 ans à leur tête. Il y en a un d'entre eux, Rezaï, qui a parlé il y a 2 jours, qui a d'ailleurs dit que les sites nucléaires ne sont pas touchés, enfin, qui a fait toute la propagande. Mais pour vous dire que c'est lui qui apparaît à la télévision, ce n'est pas celui qui a été désigné comme chef des gardiens. Donc ça vous montre bien que la décision est ailleurs, mais Israël le sait. Et par ces images générales aussi, il y a la volonté d'Israël, du Mossad aussi. On a vu cette opération menée dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, leur capacité à être aussi extrêmement précis, même s'il y a des victimes civiles aussi dans ce conflit en Iran, il faut également le rappeler. Je dirais qu'on a l'infiltration complète pour moi de la société iranienne. D'abord, il y a quand même des moyens militaires qui ont été déployés, donc il y a des drones d'observation, des drones tueurs. Ça ne vient pas forcément du territoire iranien. Il y a aussi les avions qui participent. Mais après, il y a aussi une identification de toutes les cibles. Et toutes les cibles, on le voit jour après jour, toutes les cibles, même si elles ne sont peut-être pas aussi importantes qu'on le penserait, elles sont quand même ciblées et détruites. Ça prouve bien que le système de renseignement du Mossad... Ils ont tué 5 très importants dès les premiers jours. Oui, donc, ils ont pris les plus importants au départ. En plus de scientifiques aussi. Donc on est quand même sur plus d'une quinzaine de scientifiques. Sur la liste dont on parlait tout à l'heure de 100 qui ont été définis par Israël. Donc en même temps, ça permet de dire, vous êtes 100, on en a déjà eu 15, il y en a encore 85 qui doivent commencer à mal dormir, d'autant que jour après jour, même si ce sont peut-être des personnes moins importantes, même du milieu militaire, elles se font aussi éliminer. Donc l'inquiétude doit être de rigueur, oserais-je dire, au sein de l'appareil iranien. Effectivement, suite de notre édition spéciale 13h30 sur LCI, si vous nous rejoignez, les meilleurs experts, les meilleurs invités, journée spéciale évidemment, 9e journée de guerre entre Israël et l'Iran, avec également tous nos envoyés spéciaux déployés sur le terrain en Iran, en Israël, mais également aux États-Unis. À cette heure, je vous propose un témoignage. Vous le savez, la difficulté à présent des Français établis en Israël, mais également des ressortissants, des touristes qui ont les plus grands mal à rentrer en France. Le Quai d'Orsay a indiqué ces dernières heures qu'un vol de rapatriement de Français établis sur place devrait normalement être affrété demain, dimanche, depuis Amman, la capitale de la Jordanie. Mais certains ont fait le choix de partir autrement. Guénaël Darmon, merci infiniment de nous accorder ces quelques minutes en direct sur LCI. Vous allez nous raconter votre périple, c'est le cas de le dire. On va voir les images que vous nous avez envoyées. Vous étiez à Haïfa, on le sait aussi, qui est bombardé ces derniers jours, ces dernières heures. Et face à la difficulté de rentrer en France, vous avez décidé de prendre un bateau, on va voir ces images, un bateau depuis Haïfa qui vous a mené pendant 18 heures, je crois, à Chypre, pour tenter de prendre un vol vers la France. Racontez-nous déjà comment se sont passées ces heures sur ce bateau. Oui, tout à fait. Bonjour. Après une semaine à essayer de trouver une solution pour être rapatriés en France et pour retrouver nos enfants, nos familles, notre travail, on n'avait aucune nouvelle de l'ambassade, même si on était inscrit sur les listes pour un rapatriement. Et du coup, on a essayé de trouver une solution par nous-mêmes. On a trouvé un bateau israélien, une sorte de chalutier de pêche, qui nous a accepté de nous prendre pour nous emmener à Haïfa. Donc on l'a pris hier à 13h, ce bateau. C'est 20 heures de traversée dans des conditions très précaires, puisqu'on a dormi sur le pont, sur des matelas à même le sol. Mais c'était la seule solution qu'on a trouvée pour rejoindre Chypre depuis Haïfa. À peine parti de Haïfa vers 13h. Quelques minutes après, on a entendu une sonnerie d'alerte sur nos téléphones, puisqu'on était abonné à l'application qui permet de détecter les alertes de missiles. On a entendu une très forte alerte, on s'est inquiété, on comprenait qu'il se passait quelque chose à Haïfa. Et en fait, peu après, on a compris qu'il y avait un missile qui avait atterri à Haïfa, à l'endroit même où on a pris le bateau quelques minutes avant. Ça a été un départ du coup très angoissant. Ensuite, on a passé quasiment 20 heures en mer, toute la nuit et toute la journée et toute la nuit pour atteindre les côtes chypriotes qu'on a atteint ce matin. Il y a eu des longues heures d'attente encore à la douane à Chypre. Mais ça y est, là, on est sur le territoire chypriote, mais on n'a pas encore terminé, puisque maintenant, il faut qu'on prenne un vol ce soir dans la nuit pour rejoindre Paris avec escale. Voilà, ça a été une expérience extrêmement
dur. Et on l'entend, Guénel. Je vous interromps. Je me permets de vous interrompre au moment où vous parliez de ces frappes. On les voyait à l'antenne, Haïfa touchée comme d'autres villes israéliennes. Que vous ont dit les autorités françaises? On comprend que c'est très compliqué. Un vol probablement affrété demain depuis la Jordanie. Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux durant ces jours? Alors non, pas du tout. On s'est inscrit sur le fil d'Ariane dès le lendemain de notre arrivée, c'est-à-dire vendredi dernier. Depuis, on a appelé le consulat, l'ambassade. On n'a jamais eu aucune nouvelle. On a entendu parler de ce vol qui devait partir d'Amman. Il faut savoir que c'est un seul, enfin je ne sais pas s'il va partir, mais c'est un seul avion. Il y a des milliers de ressortissants français qui sont bloqués en Israël. Un seul avion ne suffira absolument pas à ramener tout le monde, d'autant que le premier vol est dédié de toute façon aux personnes qui en ont le plus besoin, qui peuvent être malades ou très âgées. Nous, on n'avait pas du tout envie de prendre cette place. Et puis, aller en Jordanie, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est long. Ça nous expose aussi à de nombreuses alertes pour des missiles sur la route. On n'a pas fait ce choix. On a fait le choix finalement de ne pas attendre plus longtemps, de se débrouiller par nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ce bateau qui a très gentiment accepté de nous emmener à Chypre depuis Haïfa. Quitte à faire donc 18 heures de traversée. David Benaïma, une question pour vous, Guénel. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez été à aucun moment aidé par le gouvernement français? Est-ce qu'on vous a parlé de défrayer quelque part votre rapatriement? Est-ce que vous avez, parce que ça a dû coûter quand même beaucoup d'argent, et le séjour prolongé donc en Israël apparemment, et cette traversée donc de 18 heures vers Chypre, et le vol vers Paris après? On n'a jamais eu aucun contact avec ni le consulat ni l'ambassade. Tous les messages qu'on recevait étaient de s'inscrire sur le fil d'Ariane. Ce qu'on a fait, on a appelé, on a envoyé des mails, on n'a jamais eu aucun contact. Donc effectivement, on a décidé, nous, de prendre cette traversée. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher la traversée. Puis après, il faut prendre des vols, des hôtels, etc. Pendant 8 jours, nous, on a eu la chance d'être hébergés chez des amis. Mais depuis, voilà, on est livrés à nous-mêmes. C'est très compliqué et on a besoin de rentrer pour retrouver nos familles et notre vie à Paris. Guénel, vous nous avez envoyé, on les voit en même temps que vous parlez, ces images de votre traversée. Avec vous, d'autres Français étaient sur ce bateau? Il y avait beaucoup de nationalités sur le bateau, oui, il y avait d'autres Français et il y avait d'autres nationalités. C'est un peu des gens qui se sont débrouillés par eux-mêmes pour trouver ce bateau. Il faut savoir que c'est un capitaine privé et son équipe. C'est pas du tout organisé, c'est quelque chose de complètement... On trouve qu'on a eu de la chance finalement. Vous voyez le bateau, ça fait un peu peur, mais l'équipage a été super et a essayé de faire attention à nous. Mais c'est vrai que passer presque 20 heures sur ce bateau, sur des matelas à même le sol, sans nourriture, ou le peu qu'on avait pu prendre nous en partant rapidement de Haïfa, c'est assez précaire et c'est très difficile. Vous restez avec nous, Guénel. Juste un mot, David, sur le quotidien des Israéliens. On l'a évoqué ensemble, finalement habitués à la guerre longue. Ils ont les applications sur leur téléphone portable, les alertes des ressortissants, des touristes français ou autres d'ailleurs de passage, ne sont peut-être pas habitués à ce mode de vie, encore une fois, avec des guillemets. Ils ne sont pas habitués, mais ils n'ont pas les codes. Ils ne savent pas du tout comment réagir quand ils entendent une alerte, ils ne savent pas combien de temps il faut rester dans cette alerte. Il y a un vrai sentiment de panique et ça s'est passé très rapidement. Ils n'ont pas du tout été contactés. Il y a énormément de Français qui sont bloqués, qui n'ont aucune habitude de la vie en Israël. Les Israéliens, ils sont affûtés, aiguisés à ce genre de choses et en général, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a une vraie solidarité également à l'égard de ces touristes qui s'est mise en place et très rapidement cette résilience s'est réveillée. Mais pour ces familles, ces mères par exemple qui ont laissé leur famille toutes seules à Paris avec leur mari, etc., de pas pouvoir rentrer à aucun moment chez eux, de n'avoir aucune visibilité surtout, et de n'avoir aucun contact avec ni le consulat ni l'ambassade, c'est quand même problématique. Guénel, peut-être un dernier mot sur cette expérience. Vous étiez là pour du tourisme avec vos amis. Ça a été quoi ces derniers jours avant de pouvoir quitter le sol israélien? C'était des alertes en permanence? Vous avez pu vous mettre dans des abris? Alors, très vite, oui. Depuis le premier jour de la guerre, on a eu plusieurs alertes. Moi, j'étais chez des amis dans le centre d'Israël, pas très loin de Tel Aviv, et c'était des alertes un petit peu en continu, c'est-à-dire plusieurs alertes par jour, et la nuit et le jour. Les premières sont très impressionnantes.
On avait la chance d'avoir un abri chez nos amis et du coup, dès qu'on entendait l'alerte, on se précipitait dans l'abri, on entendait les booms. Donc c'est les missiles en fait qui sont interceptés pour certains, pas tous, par l'armée israélienne. Et les booms, quand on entend les booms et qu'on est dans l'abri, ça fait vraiment très peur. Enfin, les murs tremblent presque. C'est pour ça que quand on a entendu qu'il y avait un missile qui arrivait sur le port de Haïfa, on a eu très peur parce que là, on n'avait pas d'abri quand on était sur le bateau et on s'est dit que si le missile tombait sur nous, c'était fini. Mais toute la semaine, ça a été ponctué de missiles. Merci beaucoup Guénaëlle pour votre témoignage et on vous espère rentrer en France le plus rapidement possible. Je crois que vous avez un vol de Chypre pour Paris cette nuit. Donc très bon retour en France et merci beaucoup de votre témoignage. David. Il y a 3 routes seulement qui sont offertes quelque part et même pas offertes puisqu'elles ne sont pas mises à disposition par l'État français pour les ressortissants qui sont là-bas sur place. Il y a cette route qu'a pris cette dame Guénaëlle Pardo pour partir vers Chypre et ensuite vers Paris. Et puis il y a également cette route vers Amman à travers le pont Allenby, donc la frontière entre Israël et la Jordanie. C'est très très compliqué à traverser. Il faut prendre après des taxis une fois en Jordanie. On ne parle pas la langue avec des situations. On a eu beaucoup de témoignages extrêmement compliqués ou alors passer par avec de l'argent à dépenser aussi. Avec beaucoup d'argent à dépenser, ou alors traverser, descendre, si on est à Tel Aviv, descendre tout le désert du Negev, d'aller jusqu'à Eilat pour traverser la frontière, aller vers Sharm el-Sheikh pour prendre un avion. C'est très compliqué, ça coûte très cher, beaucoup d'inconnus, beaucoup de problématiques de langage également. Donc c'est la seule chose qui est offerte aux Français qui sont bloqués là-bas. C'est quand même une situation qui me semble assez unique dans l'histoire des guerres de la France vis-à-vis des territoires qui sont en guerre. C'était un témoignage important à voir sur notre antenne. 13h40, édition spéciale qui se poursuit. Et cette dernière minute, le président français vient de communiquer sur ses réseaux sociaux. Voilà ce qu'il dit. Le président iranien Pezeshkian l'a appelé. Il a d'abord rappelé son exigence concernant les 2 otages, Cécile Kohler, on le rappelle, Jacques Paris, qui doivent être libérés. Leur détention inhumaine est injuste. J'attends leur retour en France. Emmanuel Macron qui le dit, je suis convaincu qu'il existe un chemin pour sortir de la guerre et éviter de plus graves dangers. Pour y parvenir, nous allons accélérer les négociations engagées par la France et ses partenaires européens avec l'Iran. Charlotte Diavan, vous voyez ces déclarations à l'instant du président français, discuter avec le président iranien, Pezeshkian, dont on a fait le portrait sans doute plus libéral et ouvert que le régime des Mollahs. Mais gardien de la Révolution quand même. Mais gardien de la Révolution quand même. Là, je parle comme française puisque depuis 25 ans, je n'ai que la nationalité française. Bien sûr. Monsieur le Président de la République, ne vous prenez pas pour la France. 80% des Français sont pour que le régime iranien tombe. Donc, Monsieur le Président de la France, vous ne serez pas là dans 2 ans, 4 ans, mais la France et l'Iran seront là. Prenez ça en considération, parce que l'Iran était le plus grand allié de la France. C'est 47 ans de dictature islamiste terroriste, qui est une petite parenthèse. Et vous savez, le programme scolaire en Iran était le programme scolaire de la France. La France était le pays le plus adoré. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, que mon père n'a pas connu, parlait le français. Donc le lien entre la France et l'Iran est très profonde et c'est pas le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères qui peuvent abîmer ce lien. Maintenant, je voudrais dire quelques phrases très importantes. À l'opposé de l'Israël, l'Iran a un régime criminel qui a coupé l'Internet parce que l'armée israélienne prévient les Iraniens le quartier qu'ils veulent frapper pour que la population s'éloigne. Et il y a des possibilités de s'éloigner d'un quartier. Oui. Sauf que le régime iranien a coupé l'Internet pour que lui-même bombarde les civils pour mettre sur le dos de l'armée israélienne. De même qu'il a abattu un avion en disant que c'était pas nous, c'était les Américains au début. Et on a vu ces images de fuite par centaines de milliers d'habitants de Téhéran notamment. Et aussi, je voulais dire aux Français que l'Iran de régime islamique, ce n'est pas la France. Le chef de Pasdaran n'habite pas dans un quartier où il y a un Iranien normal qui habiterait dans son immeuble. Ce n'est pas le Premier ministre français qui serait locataire dans la rue, dans le 6e arrondissement où il y a beaucoup de Français normaux. C'est pas un pays démocratique, n'oubliez pas ça. Et les Français sont beaucoup plus intelligents
intelligent que ça. Michel Fayad, quand vous voyez les propos du président français à l'instant, et on entend Charlotte Diavan, son message aussi aux présidents aux autorités, cette volonté d'accélérer. Il est convaincu qu'on peut parvenir à quelque chose. Écoutez-moi, pour moi, il y a 3 totalitarismes. Enfin, l'histoire a connu 3 totalitarismes. Le totalitarisme nazi, le totalitarisme communiste, et on y est maintenant au totalitarisme islamiste qui n'est pas seulement iranien, mais qui est aussi en Arabie, au Qatar et dans d'autres pays. Par rapport au nazisme, pour en finir, il a fallu le détruire. Par rapport au communisme, on a trouvé un homme qui était Gorbatchev, avec lequel on pouvait dialoguer, on pouvait discuter. Il a fait la perestroïka, il a fait l'arrêt de la course à l'armement, ce que n'a pas accepté de faire Hitler. Et je peux vous assurer qu'Ali Khamenei n'est pas du tout un Gorbatchev bis. C'est plutôt il est plutôt proche de Hitler que de Gorbatchev. Donc c'est quelqu'un avec lequel vous ne pouvez pas réellement négocier parce qu'il est apocalyptique. Il croit à l'apocalypse. Il est prêt à mourir, mais il renoncera à rien. Sur cette dernière minute, et ce coup de fil, c'est avec le président iranien. Ses propos aussi à souligner. Je lui ai dit ma profonde inquiétude concernant le programme nucléaire, parce que c'est là aussi la question. Là encore, je suis exigeant, dit Emmanuel Macron. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Il lui appartient de donner toutes les garanties de ses intentions et que ses intentions soient pacifiques. Oui, mais Emmanuel Macron, en fait, ne connaît pas l'idéologie islamiste. Il y a un précepte islamique qui dit « La main que tu ne peux pas briser, baise-la jusqu'à ce que tu puisses la briser ». Cela signifie qu'ils sont prêts à signer n'importe quel document que vous voulez, s'ils sont vraiment coincés. C'est-à-dire que si eux sont vraiment coincés et qu'Emmanuel Macron leur donne une porte de sortie avec un accord à signer, ils le signeront, mais pas pour l'appliquer, pour continuer leur objectif. Ils ne renonceront jamais à leur objectif. Ni eux, ni les Saoudiens, ni les Qataris. Tous les islamistes ont une ambition, ils renoncent à rien. Quand ils acceptent quelque chose, c'est parce qu'ils ne sont pas en position de faire autre chose. Donc, mais à terme, ils ne changent pas leur objectif. Et Ali Khamenei, à plus de 80 ans, il ne changera pas d'objectif. Il sait quel est son objectif. On parle tout le temps de la bombe nucléaire. Mais sachez qu'en Iran, et le général est là pour le confirmer, il y a des missiles. Et il y a un missile qui s'appelle Khaybar. C'est un missile qui n'a jamais encore été utilisé. Et Khaybar, c'est là où Mahomet a exterminé les Juifs. Et donc, il n'y a pas que la bombe atomique comme signal qui est envoyé par la République islamique d'Iran. Il y a également le nom des missiles qui sont dans le dispositif. Qui portent une symbolique évidemment générale. Pas faire le sous-texte ou le faux sous-texte du président français, mais garantit que ses intentions soient pacifiques quand on parle de l'arme nucléaire détenue par l'Iran. Sous-entendu que si elles sont pacifiques et que vous m'apportez les garanties, ce serait acceptable ? Je crois qu'on a beaucoup de discours, mais la question est de savoir est-ce que nous, Français, Allemands et Britanniques, avons les moyens d'imposer une solution. Je crois qu'on peut faire toutes les propositions que l'on veut avec tous les sous-entendus qu'on voudra. C'est pas nous qui allons changer la position d'Israël vis-à-vis de l'Iran, ni de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Absolument. Donc aujourd'hui, nous sommes des acteurs extérieurs, secondaires. Malheureusement, on peut avoir de très belles idées, mais effectivement, moi j'ai une logique. Une fois qu'on commence une guerre, on la termine. Et on essaie d'atteindre son objectif. C'est le militaire qui parle. Oui, il faut bien le rappeler de temps en temps. Je ne suis pas un diplomate, ça se sait. Et à un moment, il faut aller jusqu'au bout. Et là, c'est tellement engagé actuellement, de part et d'autre, que je ne vois pas comment nous, on pourrait intervenir pour un résultat qui sera un petit peu, j'irais, à la méthode occidentale. La méthode occidentale, surtout, il ne faut pas de perdants, il ne faut pas de gagnants. On trouve un compromis bancal, mais on va s'en contenter jusqu'à la prochaine crise. C'est ça la politique occidentale depuis des dizaines d'années. C'est fini ce monde-là. C'est le monde du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle et c'est le rapport de force qui compte. Et le rapport de force, il doit être assumé jusqu'au bout. Si on rappelle et je rappelle que la France était et reste pour le régime islamique d'Iran aussi le petit Satan. Oui. Effectivement, et Michel Fayad le rappelait, mais juste le président français David Benaïm qui le disait, le monde ne peut pas vivre, ne peut pas évoluer avec un Iran détenant l'arme nucléaire. Et ces derniers jours, à l'issue de conseils de défense qu'il a tenus à l'Élysée notamment, disant que si l'objectif, en plus d'atteindre les capacités nucléaires de l'Iran, était de renverser le régime, d'aller plus loin, de toucher notamment Khamenei, qui est sans doute dans les cartons, côté israélien, peut-être cette volonté-là, ça provoquerait le chaos
Et ça, peut-être que ça a été mal compris, mal entendu du côté israélien, sans doute. Les Israéliens, à la base, ils ne se sont pas lancés dans cette guerre pour renverser le régime. Il y a eu quelque part un changement après une semaine dans la rhétorique. Benjamin Netanyahou s'est soit emballé dans ses objectifs de guerre, mais ce qui est certain, c'est que les Israéliens, ils ont la mémoire très très longue sur l'histoire. Ils ont vu que les Américains n'étaient pas les meilleurs à faire des changements et des renversements de régime. On l'a vu en Amérique latine, au Proche-Orient, en Afrique, ça a été quasiment que des échecs, sinon que des échecs. L'Irak, l'Afghanistan. Les soulèvements internes, ceux qui viennent de l'intérieur, sont ceux qui sont davantage à privilégier. Donc donner la voix, permettre la voix aux Iraniens de se soulever eux-mêmes pour permettre à ce changement de régime, c'est ce que les Israéliens et le peuple israélien seraient davantage prêts à entendre. Mais ils sont très très proches des Iraniens. Ils ont vraiment envie de ça. Parce qu'il y avait, à l'époque du Shah, une véritable amitié entre les Israéliens et le monde perse et donc iranien. Et ça, c'est quelque chose que les Israéliens adorent rappeler. Mais ce changement de régime fait très très peur aux Israéliens parce que ça veut dire une guerre encore plus longue. Cet objectif de guerre de vouloir renverser, de tuer Khamenei, ça fait aussi rappeler quelque part quand George W. Bush voulait tuer Ben Laden, qui n'a pas réussi, qu'il a fallu attendre le gouvernement d'Obama pour le faire. Donc ce temps long fait très très peur aux Israéliens. Si vous nous rejoignez, cette dernière information, le président français et le président iranien se sont appelés. Le président français fait savoir que c'est Pezeshkian, le président iranien, qui l'a appelé justement. Juste Michel Fayad, aux téléspectateurs qui nous regardent, le président iranien, ce n'est pas l'ayatollah Khomeini. On est bien d'accord. En fait, en Iran, le président de la République n'est qu'un chef de gouvernement. Et donc, il est important de rappeler que ce n'est pas Khomeini. Que représente le président iranien dans la société iranienne ? Vous dites rien, Chardot. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être candidat en Iran à la présidence de la République, il faut être validé par un conseil avec des membres qui ont été exclusivement nommés par le guide suprême. Et donc, en réalité, déjà, là, il y a un écrémage, disons. Et donc, ils doivent être compatibles avec lui. Et ensuite, on sait très bien que les élections sont truquées. Avant, vous parliez du nombre d'Iraniens contre le régime. En tout cas, il y a des chiffres officiels du régime, que je vais dire. Lors des dernières élections présidentielles, il y a 60% des Iraniens qui n'ont pas voté. Et à Téhéran, c'était 75% des Iraniens qui n'ont pas voté. Ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, officiellement, la République islamique d'Iran confirme qu'il y a au moins 60% de la population qui ne veut pas d'elle, qui ne va même pas voter, alors qu'autrefois c'était obligatoire d'aller voter, et qu'à Téhéran, ce chiffre monte à 75%. Et j'aime le rappeler, quand vous allez à Téhéran, il y a une seule mosquée qui est remplie le jour de la prière, le vendredi. C'est celle où Khamenei allait, en tout cas, faire lui-même le prêche. Alors toutes les caméras étaient là et tout le monde rentrait. Mais par contre, dans toutes les autres mosquées de Téhéran, elles étaient vides, complètement vides. Effectivement, Chardot. Je rappelle que l'Iran ne serait jamais... Il n'y aurait jamais de guerre civile. Parce qu'après le peuple japonais, les Iraniens sont le peuple le plus conservateur. Après l'invasion des Moghols, des Arabes, d'Alexandre le Grand, nous avons toujours les fêtes zoroastriennes de plus de 2500 ans. Le nouvel an iranien qui n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec ce régime maudit. Et je veux dire une chose. Très rapidement. Vous avez dit à juste titre que Khomeini n'est pas... Pezeshkian. Voilà. Exact, non, pas Pezeshkian, Gorbatchev. Voilà, Gorbatchev. Je dirais même pire. Khomeini, il veut que l'Iran soit détruit parce qu'il pense que encore, ils peuvent reconstituer l'Iran islamique. Il avait dit même que nous ne sommes pas iraniens. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas... D'accord. Merci beaucoup. Je suis désolée.